La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 38. Lilou. Deuxième jour de marche. De minces faisceaux de la soleil transpercent la cime des arbres sombres et tordus qui nous entourent, et le sentier que nous suivons est en mauvais état. Abandonné depuis longtemps, il n'est sans doute plus utilisé, et ce, même par les rôdeurs de l'Aslorien. Les premiers jours de progression se sont bien déroulés. Mes compagnons encaissent le poids de la forêt et avancent d'un pas soutenu. Nous n'avons rencontré aucune difficulté majeure, et chaque nuit, un sylve bienveillant nous a pris sous sa protection. Je sais que cet excès de chance ne durera pas, mais il nous a cependant permis de couvrir plus de distance que je ne l'avais espéré au premier abord. Eridan se relève être un marcheur implacable, malgré tout son attirail de guerre, et Okami semble s'éloigner de moi de jour en jour. Et j'ai bien vu les œillades du War à son égard. Mon cœur se serre, et une pointe de jalousie monte en moi. Finalement, le phénix est comme tous les baltringues de son espèce. Il drague à droite et à gauche. J'avais bien sûr remarqué qu'il était rentré tôt ce soir-là à l'auberge. Il était sorti de table précipitamment à la suite de la clairesse, et sans doute pas pour lui raconter des histoires. En fait, il ne m'avait pas jeté comme une merde au départ de notre voyage pour rien. Le salaud, je m'en voulais tellement. Baka que je suis. Un regard un peu trop insistant, et ça y est, je m'imagine tout et n'importe quoi. Pfff, quel idiote. Perdu dans ces pensées qui tourbillonnent dans ma tête comme un ragoût épais, je m'arrête soudain, les yeux écarquillés. Partin. Je lève le pied. Ma colère m'a fait faire une erreur. Je viens de marcher sur un fil d'alerte. « Embuscade !» hurlai-je en dégainant mon arc et en encochant une flèche. Derrière moi, j'entends Arrakis décoller d'un bond et monter à l'arbre le plus proche. Avant qu'elle ne disparaisse dans les frondaisons, nos regards se croisent une fraction de seconde. Le sien est grave, tendu d'une urgence qui n'a rien à voir avec les araignées devant nous. Elle a flairé quelque chose que je n'ai pas vu. Je ne sais pas ce que c'est, mais je lis dans sa grappe d'yeux verts une injonction absolue. Tiens bon. Un instant plus tard, elle est avalée par l'obscurité des branches, Splinter solidement accroché à son pelage brun, sa cape battant l'air à sa suite. Okami et Eridan se rapprochent de moi, se préparant au combat à leur tour. Toutes nos armes sont au clair. Tiens, qui voilà donc, mes sœurs, résonne une sinistre voix sifflante. Depuis nés comme des cerfs, lui répond une autre, tout aussi inquiétante. Oui, des peaux molles, dans notre territoire, sont-ils perdus ou fous? Peu importe, ma sœur, ils sont à nous. Puis, d'un bosquet devant nous surgissent 3 araignées sabres, au regard brillant de haine. Je les connais, ces aranéides au corps vert sombre et aux pédipalpes en forme d'épée. Elles n'attaquent pas les humains à vue d'ordinaire. Pas à vue, et pas sans raison. Mais leurs yeux, habituellement noirs ou bruns, sont rouges. Inutile de chercher plus loin. Je n'attends pas un instant de plus et décoche ma flèche, qui va se figer dans le céphalothorax de celle de droite. Cafard! Crache sa congénère en sautant sur moi. De nouvelles arachnides apparaissent sur la gauche. Au bas mot, elles doivent être une demi-douzaine, ce qui complique légèrement la donne. Baptême du feu pour mes compagnons, que je n'ai pas encore vu se battre. Espérons qu'ils soient à la hauteur. « Guerrier, avec moi !» La voix d'Okami est impérieuse. La séraphin a déployé ses ailes d'un blanc immaculé, même dans la pénombre de la forêt, et s'élance, le War sur ses talons. Dans ses mains, le sceptre qu'elle tenait fait jaillir un trait de vent. « Chant d'Azerz, danse des lames !» l'entends-je incanter. Elle fend l'air et tranche les pattes de la première araignée qu'elle rencontre. Elle esquive une contre-attaque et décolle de quelques mètres. La seconde créature face à elle ne voit le phénix caché derrière sa silhouette si parfaite qu'au dernier moment. Elle ne peut esquiver aucun mouvement, et le fer de l'arme d'Eridan se plante entre sa grappe d'yeux rouges. Le guerrier lève son bouclier face à ses nouvelles adversaires, un sérieux rictus aux lèvres. Les muscles de ses bras sont saillants, crispés et durs. La première monstruosité bondit sur lui.
Il tourne sur lui-même, et une flamme recouvre alors son égide. Au moment où l'arachnide va l'atteindre, je l'entends crier « Kashin, explosion !» Et de son écu, percutant l'arachnide de plein fouet, jaillit une détonation de feu et de tonnerre. Le corps de la créature est repoussé en arrière, désarticulé comme une poupée de chiffon, et tombe, fumant, devant une de ses congénères. Cette dernière, les yeux exorbités par la rage, se ramasse sur elle-même, prête à fondre à son tour sur le guerrier. Mais la Séraphin, qui avait décollé une seconde plus tôt, atterrit à ses côtés. Tenant cette fois-ci son sceptre à deux mains, l'immense langue d'air qui en sort la coupe littéralement en deux. Aussi nettement qu'un couteau aiguisé trancherait une motte de beurre fraîche. Tout cela n'avait duré que le temps d'un souffle. De mon côté, des 3 araignées qui me faisaient face, 2 sont déjà clouées à un tronc, et la dernière finit de hurler sous ma lame. Mon feu couve dans mes entrailles. Mon cœur tambourine fort sur les parois de ma poitrine. « Dans les arbres !» La voix de Camille résonne dans mes oreilles, et je lève la tête. L'araignée sabre chute des hauteurs, ses pattes et ses crochets en avant. Mais avant que ma main ne puisse aller cueillir et encocher une flèche, un éclair bleuté la frappe de plein fouet, et la colle sur le fût en une tumeur grotesque d'appendice et de givre. La casteur ne se limite donc pas qu'au sort de soin avec ses alizés des eaux. Okami se place à mes côtés, regard en l'air, et fixe la créature des ombres d'un œil mauvais. Cette dernière s'agite et gigote, mais la gangue de froid tient bon. Ses injures résonnent entre les branches. Murmure de Nicée, étreinte de glace. Puis, la clairesse tend la main vers l'arachnide et ferme le poing. La main gelée se resserre sur sa prisonnière jusqu'à l'écraser en faisant exploser son abdomen comme un gros fruit trop mûr. « Derrière vous !» Cette fois, c'est Eridan qui a crié. Je me retourne et aperçois à nouveau 4 araignées qui courent, bondissant de branche en branche ou parmi les buissons et qui fondent vers le guerrier, écu levé, qui attend la charge, les pieds solidement plantés dans le sol. Son bouclier est encore recouvert de flammes crépitantes. « Ah, je vais pas me faire voler la vedette par une guérisseuse !»« Non mais allô quoi !» Je m'élance d'un geste fluide et attrape 2 traits dans mon carquois. Arrivé au niveau d'Eridan, je m'arrête un instant, bande mon arc composite et décoche. Un sentiment de joie m'étreint lorsqu'un de mes ennemis s'effondre. Immédiatement après, la seconde flèche trouve elle aussi sa cible. Eridan fait un pas en avant, ouvre sa garde et fend l'air de son épée longue. Le coup est vif et précis, mais la créature part avec ses petits palpes. Profitant de son inattention, je lui assène mon glaive sur le crâne, dégainé dans un geste fluide et rapide. Je réarme déjà ma lame, ignorant le son mat du corps arachnéen tombant au sol. Derrière nous, Okami tranche une nouvelle araignéide, mais une seconde, dans son dos, s'apprête à lui bondir dessus. Mon cœur rate un battement. Sans rengainer, je lâche mon arme, récupère une flèche, tends et tire. Les projectiles chantent et percent l'araignée. Je me retourne à nouveau, donne un coup de poignet, de manière à faire sauter mon épée dans ma main, et accueille l'ultime monstruosité en lui enfonçant mon fer jusqu'à la garde. « Partant !» Cette dernière arachnide n'était pas la dernière, justement. 2 autres, qui attendaient dans l'ombre, se jettent sur nous. Mais je perds un temps qui me paraît désespérément long à tenter de ressortir mon arme du cadavre de l'araignée précédente. À moitié penché sur le corps, je n'arrive pas à l'ôter, et je ne peux non plus aller chercher une flèche, justement à cause de ma dragonne. Mes yeux s'écarquillent. Mon cœur s'arrête. La première créature qui me fond dessus est interceptée par le guerrier. Son puissant moulinet passe au-dessus de ma tête, et la tranche presque entièrement de part et d'autre. Mais mon soulagement est de courte durée. La seconde araignée le percute. Lui. Puis, le monde se fige. L'araignée sabre lève ses chélicères, dégoûtantes de poison, et les plante sauvagement dans son cou, là où son armure de maille ne le protège pas. Le bruit est horrible. Un crissement sourd de cuir déchiré. Un souffle coupé. Un instant plus tard, l'aranéide est transpercée par une longue pointe de glace. Mais le mal est déjà fait. Mon feu s'éteint d'un coup. Il ne reste que l'eau. Froide, affolée, incapable de contenir ce qui monte en moi. Un hurlement me quitte, avant même que je n'ai décidé de crier. « Eridan !» Bestiaire des terres sauvages. Les araignées sabres. Note de terrain compilée après avoir passé 2 semaines à plat ventre dans la sapine, à observer de loin ces créatures qui m'auraient dévissé la tête avec l'enthousiasme d'une couturière qui effile un fil.
Je dois d'emblée préciser que la totalité de mes observations sur les araignées sabres ont été effectuées à distance respectable, à l'aide d'une lunette de visée empruntée à Feu, mon troisième assistant. Emprunté est un bien grand mot. Disons que lui n'en avait plus l'utilité. Le point positif, c'est que j'ai survécu pour écrire ces notes. Le négatif, c'est que mes données comportent quelques lacunes, que l'honnêteté m'oblige à signaler. Morphologie. L'araignée sabre doit son nom à ses pédipalpes, 2 appendices en forme de lame aussi tranchantes que des rasoirs fraîchement affûtés. Je l'ai vérifié de trop près lors de ma première expédition. J'ai encore la cicatrice sur l'avant-bras gauche pour en témoigner, et mon ancien assistant a, lui, laissé derrière lui un index que nous n'avons jamais retrouvé. Mesurant environ 1,50 m au garrot pour une envergure de 3 mètres pattes déployées, elles ne sont pas les arachnides les plus imposantes que Tella ait produites. Les Tarancas les surpassent largement en taille, et si l'on en croit la réputation de certaines, en mauvais caractère également. Mais ce qui manque aux araignées sabres en gabarit, elles le compensent amplement par leur chélicère fine et leur crochet injectant un venin incapacitant d'une puissance remarquable. J'ai vu un sanglier adulte s'immobiliser en moins d'1 minute. Je n'ai pas cherché à vérifier le délai sur un humain. Organisation sociale. Les colonies sont exclusivement féminines. Les mâles, dépourvus de la conscience propre aux aînés, sont de simples arthropodes que les femelles tolèrent le temps de l'accouplement, puis dévorent avec une efficacité qui force une certaine admiration morbide. Les mères élèvent ensuite leur progéniture jusqu'à ce que les jeunes soient à même de s'intégrer à la colonie. Ces colonies sont de véritables cités architecturales, d'immenses constructions de toiles et de cocons, bâties dans les hauteurs obscures de la sapine. Elles témoignent d'une intelligence organisatrice que nul érudit sérieux ne peut nier, ce qui rend d'autant plus difficile à accepter ce qu'elles sont devenues. La question des ténèbres. Le phénomène est suffisamment préoccupant pour mériter qu'on s'y attarde. La proportion d'araignées sabres corrompues par les ombres n'a cessé de croître depuis plusieurs décennies, au point que les rencontrer saines d'esprit relèvent aujourd'hui de l'exception, plutôt que de la règle. Les légendes Goliath, et je tiens les hommes de la Terre en haute estime, car ils ont une mémoire collective qui dépasse largement les archives écrites des maîtres du savoir, racontent comment cette corruption trouva son terreau. Durant la chute, les araignées sabres auraient quitté la sapine pour prêter main forte aux Goliaths dans le conflit qui les opposait aux Griques des profondeurs. Un geste de solidarité, apparemment. Ce qui prouve, soit dit en passant, qu'elles n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais en abandonnant leur nid, elles les laissèrent sans défense. D'autres Kurokage s'y engouffrèrent. Et lorsque les Goliaths s'exilèrent vers l'est, que la guerre prit fin, et que les araignées rentrèrent chez elles ne trouvèrent que destruction et mort. La suite, les légendes la résument en quelques mots. Les Aranéides se retournèrent contre les Puinés, qu'elles tinrent pour responsables de leur deuil. Et quelque part entre la haine et le désespoir, Shatan trouva une porte ouverte. Depuis lors, la corruption progresse de colonie en colonie, de reine en reine, gagnant du terrain à chaque hiver. Certains rôdeurs rapportent encore croiser des spécimens aux yeux sombres, non corrompus. Mais personnellement, je n'en ai croisé aucune. Zerator, chasseur et naturaliste de Millennium. Cicatrice de terrain 52. Assistant perdu 7. Espèce documentée 91.